samedi à 22 h sur Public Sénat. Gérard Longuet, vice-président de l'UMP, sénateur de la Meuse et l'invité de Preuve par 3. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour ce rendez-vous avec Dailymotion, avec l'agence France Presse, représentée tout à l'heure par notre consoeur Nadège Puljak, et alors que Perrine Arnaud, comme chaque semaine de Public Sénat, nous rejoindra pour la dernière partie de cette émission. Du non-lieu de Nicolas Sarkozy à l'offensive du Front National, que rien ne semble arrêter, de la situation économique aux réformes et à votre accusation osée avec plusieurs de vos collègues UMP au Sénat d'un penchant actuel vers le collectivisme. Les sujets et les questions ne manquent pas, Gérard Longuet. D'abord, évoquons François Hollande et Manuel Valls qui étaient en visite ce mardi, le premier dans la Loire, le second à Forbach, en Moselle. Même motivation, lutter contre la colère, contre la désespérance, contre la frustration, le sentiment d'abandon, et puis également intensifier la lutte contre l'insécurité et le chômage. Mais on a également appris dans le même temps l'hémorragie des emplois chez Alcatel-Lucent. 10 000 suppressions nettes de postes partout dans le monde, 900 en France. L'État doit-il, peut-il se contenter de demander un plan social le moins douloureux possible ? Enfin, vous avez évoqué beaucoup de sujets. Vous voulez commencer par lequel? Par Alcatel-Lucent, bien sûr. Oui, alors Alcatel-Lucent nous démontre une fois encore qu'une entreprise, pour rester leader, doit être mondiale, gagner de l'argent et investir. Or, malheureusement, Alcatel-Lucent a perdu ce leadership mondial au bénéfice d'acteurs d'autres pays qui ont eu des marges plus importantes, qui ont investi, qui ont pu prendre des risques parce que leurs résultats leur permettaient, alors qu'Alcatel-Lucent est dans une position défensive depuis plus de 15 ans. Ces comptes sont dans le rouge. Ces comptes sont dans le rouge, et quand vous n'investissez pas, vous perdez cette position de leader qui seule permet de fixer des emplois en Europe. Alors, aujourd'hui, le président de cette société franco-américaine reconnaît que le plan social est douloureux, et très difficile. Que peuvent faire les autorités ? Les autorités peuvent faire énormément de choses, contrairement à ce qu'on croit. Même dans dans un pays ouvert, dans un pays dont les frontières sont libres, un gouvernement a la responsabilité de la productivité du pays sur long terme. Refuser, par exemple, ces licenciements massifs? Absolument pas. Ces suppressions d'emplois, en tous les cas. Non, la question qu'un gouvernement doit se poser, c'est: suis-je en train de donner à mon pays toutes les chances pour ces entreprises de gagner de l'argent? La réponse est non avec ce gouvernement, et c'était pas terrible avant. Mais avec ce gouvernement, c'est carrément non. C'était pas terrible avant. Je veux dire par là que les 35 heures, oui je sais, ça ne m'a pas échappé. Et les 35 heures, nous les avons encadrés, libérés, nous avons fait le maximum, nous n'avons pas tout fait. Et aujourd'hui, je suis obligé de constater que la productivité, la compétitivité française s'est dégradée par rapport, non pas à la Chine, mais par rapport tout simplement à l'Allemagne, notre voisin. Alcatel-Lucent paye globalement, et pas simplement en France, parce que c'est une affaire américaine et internationale, elle paye le fait d'avoir perdu pied progressivement, de ne pas avoir reconstitué des marges. Et une entreprise qui ne gagne pas d'argent, c'est un message très simple, une entreprise qui ne gagne pas d'argent n'assure pas d'avenir à ses salariés. Aujourd'hui, vous dites qu'il faut accepter cette purge des effectifs. L'État ne peut pas faire autrement, parce qu'il ne va pas subventionner Alcatel, il ne va pas nationaliser Alcatel. C'est une affaire absolument mondiale, et il ne peut pas non plus la diriger parce qu'il n'a pas les compétences pour le faire. Il faut bien savoir que l'État ne sait pas diriger un groupe électronique professionnel mondial. Ce que peut faire l'État, c'est en effet un plan social, veiller à ce que le plan social soit le plus parfait possible, et surtout, pour l'avenir, se donner les moyens d'aider les entreprises, ou plus exactement de donner aux entreprises des conditions de réussite. Le crédit impôt recherche est une vraie réussite, il faut continuer de soutenir ces opérations-là. Et puis je pense aussi une autre option pour la France, c'est que nous avons des points forts et nous avons des points faibles. S'il y a un peu d'argent public, notamment le crédit impôt recherche, le mettre sur les secteurs où nous sommes forts. Je pense l'aéronautique, le spatial, je pense l'énergie nucléaire. Se donner les moyens d'être les meilleurs là où nous sommes déjà forts. On ne peut pas être bon partout. Vous reconnaissez quand même les efforts du gouvernement pour
favoriser la compétitivité des entreprises? Je ne les vois pas. Je ne les vois pas. On parle du CICE, Oui. dont on ne sait pas comment il sera payé et qui va se traduire in fine et vraisemblablement par une charge sur la production, c'est-à-dire sur les entreprises. Les entreprises, depuis 18 mois, ont supporté, je crois, enfin une addition en milliards d'euros considérable. Le gouvernement vient de renoncer à la taxation de l'excédent brut d'exploitation. Tant mieux, c'était une folie absurde qui allait tuer l'investissement. Il va doubler un impôt qu'il a retrouvé à cette occasion. Donc, mais pourquoi la charge fiscale augmente? Parce que le gouvernement n'a pas relancé le travail en France, la compétitivité française. Comme nous ne gagnons pas de part de marché, il est évident qu'on est obligé d'augmenter les impôts. Ce que nous ne gagnons pas à l'exportation, nous sommes obligés de le payer par des impôts. Alors, nous parlons économie. Pour simplifier. Oui, nous parlons économie. Gérard Longuet, chacun s'accorde à avoir en François Hollande un social-démocrate bon teint, même s'il ne s'assume pas forcément. Et vous, donc, je le disais, avec 16 autres sénateurs UMP, vous voyez la France basculer dans le collectivisme. N'est-ce pas un excès qui rappelle quand même les critiques de 1981 lors de l'élection de François Mitterrand? Oui, alors l'auteur de ce communiqué, Jean-Noël Cardoux, que je soutiens en l'espèce complètement, a stigmatisé une mesure qui est la collectivisation du risque sur le locataire. C'est-à-dire que le gouvernement nous dit, c'est très simple, la loi du flot. Le gouvernement nous dit, c'est très simple, les locataires ne payent pas, donc on va faire une assurance qui sera obligatoire, les propriétaires et les autres locataires vont payer. Ça veut dire que collectivement, nous allons, propriétaires et locataires vont se trouver obligés de payer pour les mauvais locataires. Que va-t-il se passer? C'est que les mauvais locataires, se sentant protégés, en se disant, bon, il y aura une assurance, je planterai une ardoise chez mon propriétaire et je dirai au proprio, mon vieux, allez voir l'assurance. C'est du collectivisme insidieux. Mais qui s'applique à une seule mesure. Qui s'applique à une seule mesure en l'espèce. Oui, je vous rassure. Ah bon, oui, non. On n'a peut-être pas tout à fait compris. Alors, la situation sociale alimente en tous les cas le Front National. Manuel Valls a entrepris un tour de France des régions où il est en pointe. Est-ce que vous le voyez, le ministre de l'Intérieur, comme un rempart efficace contre l'extrémisme? Mais il est en contradiction totale avec sa majorité. Il appartient au gouvernement de Mme Taubira qui, en ce moment même, est en train de multiplier les signes extrêmement forts de complaisance, de sollicitude, de mansuétude avec les délinquants. Comment voulez-vous que ce gouvernement soit crédible? M. Valls est certainement un homme de conviction. Il a son franc-parler. Ça ne me choque pas. Mais ce n'est pas rassurant pour autant, parce qu'une action gouvernementale, c'est une action collective, et jusqu'à présent, lorsqu'il y a une décision collective, elle tombe dans l'escarcelle de Mme Taubira, garde des Sceaux. Dont la réforme pénale sera présentée cette semaine. Dont la réforme pénale sera non seulement présentée, mais sans doute adoptée. Or, c'est une réforme absurde, puisque, comme l'a dit Jean-François Copé, elle se fonde sur l'idée que, puisqu'il n'y a pas de place en prison, laissons les délinquants dehors. Mais ça, c'est une idée qui court aussi parmi vos collègues UMP. Là, je les cite également, Gérard Longuet. Les peines de probation ont été soutenues par l'UMP au Sénat. Mais on a le droit d'avoir plusieurs avis. Mais globalement, si vous voulez, le fait carcéral est un élément, en tous les cas, de retrait d'un certain nombre de délinquants de période active. Alors que les prisons aient des défauts, j'en suis le premier convaincu. Je visite celle de mon département. Entre l'hygiène, la promiscuité, la complicité et parfois la transmission des informations à l'intérieur des prisons, les prisons ne sont pas parfaites. Mais donner la certitude de la liberté, c'est l'appel à la délinquance. Marine Le Pen veut attaquer en diffamation ceux qui qualifient son parti d'extrême droite. Est-ce qu'elle nie l'évidence? Oui. Enfin, ça dépend. Votre sentiment? Mon sentiment personnel, c'est que quand vous avez des positions, quand vous avez des positions extrêmes de rupture sur des sujets comme, en effet, l'Europe, l'identité française, sur l'autorité, sur les acquis sociaux, vous êtes extrémiste, c'est-à-dire que vous êtes extrêmement hostile à tout ce qui fait la France d'aujourd'hui. Donc c'est un parti d'extrême droite. C'est un parti de rupture et donc d'extrémisme, et en particulier sur un sujet qui est au cœur de l'avenir français, qui est l'euro et la construction européenne. Madame Le Pen, j'ai lu un peu son programme, ferme les frontières, abandonne l'euro. C'est un extrémisme économique qui va entraîner d'autres extrémismes, parce qu'évidemment, de proche en proche, c'est toute la société qui serait reprise en main par l'autorité politique si le Front National avait des responsabilités, ce qui, je le pense profondément, n'aura pas lieu. Et le porte-parole des députés PS Thierry Mandon parle, lui, d'un parti national fasciste en raison
de ses vous voulez la positions référence historique, sur les minorités, sur les corps intermédiaires. Non, mais la référence historique, c'est un chiffon rouge qui sert les intérêts du Front National. Je ne l'utiliserai pas. Vous l'avez noté, Gérard Longuet, la gauche appelle à faire barrage contre le candidat du Front National, extrémiste, dimanche prochain, à la cantonale de Brignoles dans le Var. Donc la gauche reste fidèle au Front républicain. C'est un geste que vous appréciez? Non, la gauche, elle a dévissé dans l'électorat populaire. Elle n'existe plus dans l'électorat populaire. Elle en tire les conséquences, soit. Mais elle ferait mieux de se poser la question de savoir pourquoi le Front National existe. Et en partie parce que justement les annonces de Mme Taubira inquiètent les Français et les amènent à accepter des positions extrémistes. Mais cet appel... C'est Mme Taubira qui fait le Front National, Valls ne l'empêche pas, et si les socialistes veulent nous soutenir, j'en suis très reconnaissant. En général, ils ont bénéficié des voix du Front National pour faire battre des députés UMP. Ce fut mon cas en 1997, je m'en souviens. Donc vous êtes reconnaissant quand même à cette attitude républicaine contre l'extrémisme de la gauche. Je pense qu'ils n'ont pas d'autre choix, et je suis très heureux pour notre candidate qu'elle ait ce soutien. Car ça lui sera utile. Car ça lui sera indispensable. Le soutien de la gauche sera indispensable à votre candidate. Oui, absolument. Sinon, elle ne peut pas gagner, c'est clair. La gauche n'a pas de doute, donc apparemment, pour savoir qui est le plus sectaire entre une UMP en l'espèce, ça c'est très simple parce que les UMP sont souriants et sympathiques, ce qui n'est pas toujours le cas des amis de M. Mélenchon. Mais entre un PS et un Front National, vous avez un doute pour savoir qui est le plus sectaire? Humainement, si vous voulez, je ne ferai pas la zoologie complète de toute la carte politique française. Il y a certainement des gens sympathiques un peu partout. Je dis simplement que le Front National n'apporte rien à notre pays et que le PS le tire vers le bas. Et que les deux sont complices. C'est-à-dire que le PS gagne parce que le Front National existe. Un quart des électeurs se dit prêt à voter Front National aux prochaines élections municipales. Gérard Longuet, selon un sondage LH2, Nouvel Observateur. Qu'est-ce que vous dites, vous, aux sympathisants UMP? Je crois qu'ils sont 1 sur 2 à pencher pour des alliances avec le Front National. Je veux dire, la seule façon pour Hollande de se sortir du mauvais pas dans lequel il a engagé notre pays et sa majorité, c'est de jouer avec le Front National. Et comme Mitterrand a su le faire en son temps, en 88, enfin dans un passé lointain, nous avons à affirmer nos convictions, nos valeurs, à être en tête au premier tour et de telle sorte qu'après les électeurs choisissent. Être en tête au premier tour, c'est la logique de l'UMP. Ce qui prouve d'ailleurs que l'une des responsabilités de l'UMP, c'est d'abord de garder tous les siens et d'être suffisamment sympathique et attractive pour s'élargir, y compris vers le centre. Je pense que le centre a une responsabilité historique. Si le centre veut travailler seul, il permettra au Front National d'être au deuxième tour et il porterait une responsabilité assez lourde. Donc je pense que l'un des problèmes, on en parlera peut-être, c'est qu'est-ce que l'UDI aujourd'hui, qu'est-ce que le MoDem aujourd'hui. Séparés, il contribue à donner la perspective d'un deuxième tour PS-Front National. Vous êtes satisfait du retour au bercail, comme l'écrivait Jacques Julliard dans Marianne cette semaine, de François Bayrou donc. François Bayrou est un homme qui compte incontestablement. Il a sa personnalité, il est parfois agaçant, il est souvent imaginatif et généreux. En tous les cas, il aime la politique et il la connaît. Bien, mais vous êtes satisfait de son nouveau virage sur l'aile? Je le préfère là qu'ailleurs. Très bien. Allez, mais il faut qu'il aille plus loin encore. Nous allons évoquer maintenant le retour de Nicolas Sarkozy avec Nadège Puljak de l'agence France-Presse. L'ancien président est donc libéré du boulet de l'affaire Bettencourt. Mais politiquement, il a encore d'autres écueils sur sa route, judiciaire d'abord, et puis politique ensuite. Ainsi, François Fillon qui se dit aujourd'hui prêt pour l'affrontement. Sophie Normand. On le connaissait posé, modéré et rassembleur. On le découvre combatif, dur et impétueux. Depuis plusieurs semaines, François Fillon multiplie les sorties. Dernière en date, dans le journal du dimanche. L'ancien Premier ministre s'affranchit et lâche le mot « rupture ». Il a un objectif, les primaires de 2016, et il faut qu'il fende l'armure. Il faut qu'il devienne lui-même et qu'il prenne un certain nombre de libertés. Et cette parole libre, c'est ce que les Français attendent de lui. Changement de style, mais pour ce proche de Nicolas Sarkozy, la rupture est fondamentale. Le premier signal a été donné il y a un mois. François Fillon appelait alors à voter pour le moins sectaire en cas de duel PS-FN. Il droitise l'image parce qu'il pense que notre électorat étant droitisé, ça vaut mieux pour la primaire. Si Nicolas Sarkozy revient, je pense qu'il a un sujet, c'est que cet électorat-là sera plutôt pour Sarkozy. Et son image, autrefois plus centriste, plus modérée, lui aurait permis d'avoir un autre électorat. Il fait un pari sur 2016. Un pari qui passe par une compétition directe, ce sont ses mots, avec Nicolas Sarkozy, à qui il n'a plus parlé depuis plusieurs mois. Fini donc l'image de collaborateur de l'ancien président.
Le député de Paris veut se démarquer de celui qui, pour beaucoup de militants UMP, reste considéré comme le recours providentiel pour 2017. François Fillon dit se libérer et affirme travailler sur un programme, lui aussi, de vraie rupture. Une stratégie un peu décalée pour Jean-Pierre Raffarin. Je ne conteste ni la légitimité ni la qualité de François Fillon, ni les idées. Simplement, ce que je dis, c'est que cette logique du quinquennat qui nous oblige à être en campagne présidentielle fait qu'aujourd'hui, on tient le discours de 2017 en 2013. Et pour les Français, je le dis sérieusement, c'est décalé. Des Français qui continuent de plébisciter Nicolas Sarkozy dans les sondages, quand la cote de François Fillon pâlit. Voilà, Nadège Puljac nous a rejoint, notre consoeur de l'agence France-Presse. Vos questions à Gérard Longuet, Nadège. Alors, la stratégie d'affrontement ouvert de François Fillon envers Nicolas Sarkozy, est-ce que c'est la bonne stratégie ? Je suis absolument incapable de porter un jugement sur une stratégie présidentielle n'ayant, à titre personnel, jamais été candidat. Vous êtes un soutien de M. Fillon, vous devez quand même avoir une idée. J'apprécie ses convictions, j'apprécie son comportement, j'apprécie son expérience et j'ai passé dans son gouvernement, sous l'autorité du président de la République, c'est le cas du ministre de la Défense, des moments parfait. Maintenant, dans la vie politique française, Raffarin le disait à l'instant, le fait présidentiel semble tout écraser. Or, il y a une vie politique avant 2017. Cette vie politique, elle est parlementaire, elle est partisane, elle est municipale, elle sera cantonale et régionale en 2015. Sénatoriale aussi. Alors, mais le sujet, si vous voulez, ça ne me... Très franchement, comme disait Chirac, ça me touche l'une sans faire bouger l'autre. Parce que c'est joliment dit. C'est du Chirac dans le texte. Oui, je sais que c'est du Chirac dans le texte, mais je voudrais quand même revenir à des choses plus terre à terre, si j'ose dire. Fillon, qu'un homme de son âge et de son expérience ait envie d'afficher sa personnalité et de dire « je ne suis pas là simplement pour être un assistant ou un collaborateur », c'est son droit le plus strict et je pense que sa démarche enrichit la vie politique. Sa transgression même. Sa transgression, voilà le mot exact. Sa transgression D'accord, on parle de enrichit la vie transgression, politique. effectivement, on a beaucoup parlé de transgression. Elle enrichit la vie politique parce que, si vous voulez, moi j'ai une très grande fidélité, sympathie, reconnaissance à Nicolas Sarkozy, mais c'est agréable dans une vie politique d'avoir plusieurs talents. Il se trouve que parmi les talents qui se confirment ou qui émergent, François Fillon en fait partie très clairement à un niveau d'ambition qui est supérieur à la plupart des niveaux d'ambition. Mais vous ne répondez quand même pas à ma question, parce que vous ne voulez pas répondre à ma question. Mais parce que votre question, très franchement, ne me concerne pas. Il y a des choses... Elle ne vous concerne pas, si vous voulez, sur l'existence de Dieu, je ne serais pas capable... qui aujourd'hui semble passer les étapes et aller directement en 2017. Je crois qu'il y a un malentendu. D'accord, alors expliquez-nous. Je m'engage en politique par conviction. Je ne suis pas un homme, ni une femme d'ailleurs. J'ai des convictions libérales, républicaines, européennes. Je suis décentralisateur, je crois à l'économie d'entreprise. Et ce qui m'intéresse, c'est que ces valeurs soient défendues à chaque combat, et en particulier au présidentiel, qui auront lieu en 2017. D'accord. Très bien. Alors, tout à l'heure, quant aux hommes, je les connais tous, et compte tenu de ma longévité politique, je les connais en général entre 30 et 45 ans. Donc, si vous voulez, il y a peu de chances que le chemin de Damas me foudroie sur la route de l'Assemblée nationale. Lequel des deux, entre François Fillon et Nicolas Sarkozy, vous semble le plus à même de défendre vos idées que vous avez rappelées, votre positionnement libéral? Parce qu'il semble que Nicolas Sarkozy se détache de ce positionnement-là. D'ailleurs, il a reproché à François Fillon de vouloir se faire élire en promettant la retraite à 65 ans ou en promettant aux Français qu'ils allaient travailler 39 heures, payer 35. C'est un programme de l'UMP, d'ailleurs, de M. Copé. Pour reprendre le titre de livre de François Fillon, la France accepte la vérité. Alors, et la vérité, c'est qu'on travaille pas assez par rapport aux Allemands, qu'on commence trop tard, qu'on s'arrête trop tôt, le moins d'heures par semaine, et que cela est un vrai problème pour notre compétitivité. Tout à l'heure, vous nous avez rappelé que vous avez été ministre, justement, sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Ça veut dire ministre de la Défense. Ministre de la Défense. Et le ministre de la Défense, comme vous le savez, constitutionnellement, est en fait rattaché au président. Alors, François Fillon était le Premier ministre, Nicolas Sarkozy était le président. Vous les avez vus fonctionner ensemble, tous les deux. Et comment c'était l'ambiance? C'était électrique entre eux? Non. Non? Non, parce que si vous voulez, François Fillon est quelqu'un qui joue le jeu qu'on lui assigne. Quand il est Premier ministre d'un président de la République, il se comporte comme le Premier ministre d'un président de la République de la 5e. C'est pour ça qu'ils sont contents de se défouler aujourd'hui. Quand il est candidat à exister proprio motu et avec son enseigne, eh bien, il fait ce qu'a fait Georges Pompidou à Rome. D'accord. Alors les plus anciens. On va revenir sur M. Sarkozy. Le non-lieu d'hier, c'est une bonne nouvelle pour l'UMP?
C'est une bonne nouvelle pour la justice. D'abord, ça prouve que la justice est indépendante et qu'elle n'a pas cédé à l'acharnement qui frappait Nicolas Sarkozy. Il y a quand même les attendus des juges qui sont durs, qui sont sévères. Est-ce qu'ils peuvent jeter la suspicion sur M. Sarkozy? Les juges mentionnent dans l'ordonnance de non-lieu, effectivement, un comportement abusif de Nicolas Sarkozy lors de sa ou ses visites au domicile des Bettencourt. Je ne sais pas je n'ai pas lu ces attendus, je dis simplement qu'il n'y a pas lieu de poursuivre Nicolas Sarkozy, c'était ni à dire qu'il n'y a pas de délit. De toute façon, il n'y a pas rien à dire. Ensuite, que Mme Bettencourt, avec son mari André Bettencourt, qui était également un ami, ait reçu en familiarité le maire de Neuilly, qui était maire depuis 25 ans de leur ville, c'est pas complètement anormal. Est-ce qu'il est anormal qu'ils aient distribué des enveloppes pendant des années? Ça, c'est un secret de Polichinelle. C'est un secret de Polichinelle. Je regrette qu'une seule chose, c'est qu'il n'en ait pas donné au Parti républicain quand j'étais trésorier, parce qu'au moins ça nous aurait aidé. Mais à partir du moment où ce n'était pas interdit par la loi, pourquoi ne leur dit-il pas fait? Alors, sur sa page Facebook, hier, M. Sarkozy a évoqué ceux qui l'ont soutenu, mais aussi les responsables politiques, alors je lis sa phrase, qui ont participé à cultiver le soupçon à son égard. Et les fillonistes dont vous faites partie, est-ce qu'ils doivent se sentir visés? Pas du tout. Alors, il visait qui alors? De qui parlait-il? Vous le posez la question. On n'y manquera pas quand on l'invitera, n'est-ce pas, Michel? Bien sûr, il peut répondre à cette question. Et à d'autres dès qu'il le veut. Je lui poserai la question, mais dans mon cas particulier, je connais bien la justice et je connais bien son fonctionnement. J'ai bénéficié de 2 non-lieux et de 4 relax en correctionnel et en cours d'appel confirmé. Donc je sais ce qu'est être soupçonné et être innocent. Et Nicolas Sarkozy, je l'imagine, ressent une immense libération. Et je crois que c'est formidable pour lui. Et si vous voulez, la France n'a pas tellement de talent qu'on puisse se priver d'un homme d'énergie, quoi qu'il fasse, même s'il s'occupe d'abord et avant tout de communiquer et de parler, comme il le fait en conférence internationale. Oui, il pourrait même faire plus, mieux, selon ses critères. Alors, à votre avis, vous savez, il a beaucoup d'imagination et je pense qu'il peut nous surprendre par les responsabilités qu'il pourrait envisager d'assumer. Pour l'instant, on en a... Moi, je le vois, je pense que l'international, la dimension européenne, la dimension internationale est naturellement la vocation d'un homme qui était président de la République française et qui a démontré dans les crises internationales son aptitude à agir dans l'action. Vous pensez quoi? Une place à l'Union européenne? Quelque chose comme ça? Je n'ai pas l'imagination. Manifestement, il envisage son retour sur la scène politique intérieure, Gérard Longuet. Vous pensez que c'est une mauvaise piste pour lui? C'est une piste qui est ouverte à tout le monde. Bien sûr, mais votre sentiment? Mon sentiment, c'est qu'il a une vraie dimension internationale et que c'est un atout pour notre pays qu'il pourrait mettre au service de la France tout entière. C'est une gentille façon de... Pas du tout. Pas du tout. De l'exfiltrer. Et en 2017... mais non, pas du tout. C'est une façon de sortir du jeu, de dire ça. C'est simplement rappeler qu'entre nous sommes en 2013 et que 2017, par définition, c'est dans 3 ans et demi. Mais tout à fait, c'est pour ça d'ailleurs que je ne voit pas un homme de ça. Attendez, réfléchissons entre nous. Nicolas Sarkozy est suffisamment connu pour ne pas avoir besoin de conduire une campagne de notoriété. Il connaît également, on sait qu'il connaît les problèmes, il connaît les problèmes également. Donc, a-t-il besoin de faire une campagne de 3 ans et demi pour les présidentielles? La réponse est absolument non. Il a besoin, en revanche, j'en suis persuadé, d'être un homme dans l'action. C'est un homme d'action. Quelles sont les actions dans les institutions bloquées de la Ve République? Il n'y en a pas. Chef de parti, oui, c'est la seule qui soit ouverte. Mais on n'a pas l'impression qu'il soit très intéressé par la présidence de l'UMP. Ça ne le tente pas. Que penseriez-vous d'un second quinquennat de Nicolas Sarkozy? Ce serait une bonne ou une mauvaise idée? On pose à nouveau la question différemment. Constitutionnellement, c'est tout à fait possible. Et en 2017, il y aura un choix de candidat et je participerai au choix du candidat. D'accord, mais pour Nicolas Sarkozy, vous pensez que ce serait un choix opportun, selon vous? Les deux peuvent se dire et on le verra en 2017. Et en tous les cas, s'il revient, on peut imaginer qu'il participe à une primaire. La primaire, elle est actée maintenant dans les débats, dans les statuts de l'UMP. Logiquement, il doit y avoir une primaire. Il y a une grande différence, si vous voulez. Moi, j'avais beaucoup travaillé avec Charles Pasqua sur le thème des primaires dans un passé récent. Et la grande différence entre les États-Unis et la France, si vous voulez, c'est qu'aux États-Unis, le président des États-Unis, je ne dirais pas qu'il sort de l'inconnu, mais il n'y a pas de cursus honorum. Ce n'est pas prévisible. Par exemple, le poste de Premier ministre, le poste de chef de parti n'existe pas. On va chercher quelqu'un. Et je rappelle qu'aux États-Unis également, la politique se fait à coût de millions de dollars, puisqu'on peut communiquer librement en achetant des espaces. En France, c'est tout à fait différent. On chemine progressivement vers la notoriété. On est reconnu par son expérience. La primaire, certes,
mais la primaire sera jamais en France une découverte. Ça peut être, dans certains cas, s'il y a une équivalence, s'il y a une équivalence de situation, un moyen de départager. Vous êtes en train de dire qu'il n'aurait pas besoin, M. Sarkozy, de participer à une primaire. Non, je pense que la position, vraisemblablement, une grande prudence, mais je préfère être prudent que péremptoire, vraisemblablement, l'opinion française qui connaît ces hommes politiques formulera un jugement. Alors, avec un bémol, que vous connaissez bien d'ailleurs, qui est celui de 95, où l'opinion semblait baladurienne, et Jacques Chirac a gagné la primaire. Elle vous semble quoi aujourd'hui, l'opinion ? L'opinion, de toute façon, il faut faire attention à une réalité simple, c'est que la droite modérée a le devoir absolu de se mettre d'accord avant la présidentielle. J'évoquais les centristes, mais c'est encore plus vrai et a fortiori pour l'UMP. Donc la mise en ordre de la candidature est indispensable parce que le Front National, sinon, risque d'être l'arbitre de la présidentielle et comme en 2002, nous proposer un choix impossible au deuxième tour. D'accord. Là, vous nous parlez beaucoup de la droite modérée. Tout à l'heure, vous avez entendu dire l'UMP doit être attractive, sympathique pour attirer les électeurs du centre. C'est ce que vous disiez à Michel tout à l'heure. Quand M. Fillon dit entre un PS et un FN, choisissez le moins sectaire, est-ce que ça c'est sympathique? Est-ce que c'est attractif pour les électeurs du centre? J'entends, c'est pas un jugement de valeur. Pour les électeurs du centre... Mais même pour les électeurs UMP, ça peut être en effet surprenant si on ne connaissait pas l'histoire même de François Fillon. Moi, je viens de la droite et je sais que François Fillon vient du gaullisme et qu'il a été vis-à-vis du Front National très catégorique. Non, je crois, il n'a pas dit ça. Il a dit très exactement il a dit je ne veux pas qu'on m'impose un prêt-à-penser. Et le prêt-à-penser, c'est qu'il se reconnaît le droit en fin d'émission. En fin d'émission, il arrive parfois que l'on se lâche. En fin d'émission, il s'est reconnu le droit d'évaluer pour des municipales la qualité des personnes. Et pour un deuxième tour de municipal. Pour un deuxième tour de municipal, parce qu'il est en local, il ne s'opposera pas. C'est ce que j'ai entendu. C'est ce que j'ai entendu. Non, mais c'est ce que j'ai entendu sur Europe. C'est ce que vous avez voulu entendre. Enfin, je ne suis pas sûre, parce qu'il a vraiment dit. Non, c'est ce que j'ai entendu sur Europe. Il s'est dit sur une municipale, je ne veux pas qu'on m'impose un prêt-à-penser. Et je dois reconnaître, pour avoir accueilli au Parti républicain Madame Yann Pia, le nom vous dit rien. C'était la seule femme. Vous êtes gentil, vous croyez que je suis très jeune, mais je ne suis pas si jeune que ça. C'était la seule femme élue du Front National en 1988. Elle l'a quitté au bout d'un an. Et non, elle est passée au Parti républicain, justement. Et c'était une femme de qualité, qui s'était trompée sur le sens profond du Front National. Et M. Bompard n'est pas au Front National, il a été élu avec cette étiquette. Donc à tout pécheur, miséricorde. Dernière question, Nadège. Oui, tout à l'heure, vous avez parlé de Brignoles, mais je voudrais juste vous poser une question, revenir là-dessus. Valérie Pécresse a dit que le soutien des socialistes et des Verts à la candidate UMP à Brignoles... c'était pas terrible finalement. Vous nous avez dit le contraire. Alors, vous nous avez dit le contraire. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que vous pensez? Alors, pourquoi Valérie Pécresse nous a dit ça? Ne me dites pas, demandez-lui à elle. On lui demandera quand on l'invitera. Mais est-ce que ça vous a surpris? Je ne partage pas cet avis. Moi, je pense que si des électeurs de gauche ou verts se rendent compte de leur impuissance et en tirent les leçons, tant mieux. C'est une leçon de modestie et de réalisme de leur part. Et vous leur dites merci par avance. Et au nom de la candidate, je pense que la candidate les remerciera. Très bien. Merci. Après son élection. On suivra ça à vous y croyez en tous les cas. Prochain. Pour vous, c'est encore possible alors qu'elle gagne. Ça va quand même être difficile pour les parce que ça fait 50% quand on additionne. Avec le candidat dissident d'extrême droite. Quand on additionne le Front National et le candidat d'extrême droite, ça fait 49,4%. Avec 33% de participants. Oui, vous croyez qu'ils vont se déplacer au deuxième tour? Allez. Vous avez Il y a un enjeu. Il y a un enjeu. On va pas regarder dans la boule de cristal. On verra si les électeurs sont dimanche prochain. Ça vient vite. Ça vient vite. Pour Brignoles. Pour Bretignolles. Perrine Tarnaud de Public Sénat nous rejoint maintenant. Et c'est notamment votre expérience de ministre que nous allons solliciter maintenant, Gérard Longuet. Mais notamment durant la présidence Mitterrand, il faut le rappeler, bien avant votre titre de ministre de la Défense, pour analyser cette fois le style Hollande, puisque la question de l'autorité du chef de l'État revient régulièrement entre deux couacs ministériels. Jérôme Rabier. Monsieur le Président de la République. Au pouvoir depuis 1 an et demi, François Hollande, élu sur une image de rupture avec Nicolas Sarkozy, subit depuis les critiques sur son style présidentiel. Manque d'autorité, voire de courage pour certains,
Mais pour sa garde rapprochée, il faut cesser de le comparer à son prédécesseur. Shooter au sarkozysme. Il y a un moment donné, il va falloir que la France se désintoxique de l'agitation perpétuelle. L'agitation perpétuelle, c'est pas de l'autorité. Il faudrait donc s'habituer à une autre forme d'autorité, plus en douceur, moins médiatique, celle de François Hollande. Problème, c'est bien avec un discours sécuritaire et d'autorité que Manuel Valls est devenu le ministre préféré des Français. Valls incarne personnellement cette autorité et c'est à travers l'autorité que Valls peut dégager que Hollande et Ayrault apparaissent comme n'étant pas assez autoritaires. Ça s'est déjà passé il y a une dizaine d'années, et on s'en souvient, ça s'appelait Nicolas Sarkozy face à Jacques Chirac et Jean-Pierre Raffarin. Différence notable, Jacques Chirac était alors dans son deuxième et dernier mandat, alors que François Hollande n'est qu'au début d'un premier quinquennat. Le chef de l'État a d'ailleurs déjà su imposer des choix, parfois avec autorité, même si les couacs gouvernementaux viennent ternir ses décisions. L'affaire du Mali, la manière dont il a décidé aussi le pacte de compétitivité, la manière dont il a résisté à la rue sur le mariage pour tous. Donc on ne peut pas dire que François Hollande soit quelqu'un qui manque d'autorité. Il y a plus un problème de charisme. Une critique qui lui colle à la peau puisque déjà, lorsqu'il dirigeait le Parti socialiste, certains le décrivaient comme un chef sans volonté de trancher. Mais à l'image de ceux qui s'y sont frottés à cette époque, le président de l'Assemblée nationale reconnaît que sur la durée, François Hollande a toujours su s'imposer. Regardez le nombre de critiques de ce genre qu'il a pu affronter au moment où il était premier secrétaire. Et je crois qu'il a démontré à plus d'un ce qu'était son manque d'autorité. Ne confondez pas son sourire et son autorité. La méthode Hollande, au Parti socialiste comme au sommet de l'État, a finalement peu changé. L'art de la synthèse dont certains se sont moqués est devenu la concertation vantée comme méthode de gouvernement. Le président ne compte pas en dévier, même s'il l'a promis, au prochain couac gouvernemental, il saura trancher. Voilà, Perrine Tarnaud est avec nous. Perrine, bonsoir. Bonsoir Michel, bonsoir Gérard Longueris. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'il y a une défaillance en matière d'autorité à la tête de l'État ? Je crois qu'il y a une grande injustice à comparer François Hollande et François Mitterrand. François Mitterrand est arrivé à la présidence au terme d'un très long parcours politique, en connaissant des épreuves invraisemblables, dont il avait créé parfois les conditions lui-même. Et c'était un combattant couvert de cicatrices. Hollande aussi a eu qui un avait été politique, mais pas aussi fort peut-être. Non, il n'a pas connu les épreuves qu'a connu François Mitterrand. Je pense, pour avoir un homme comme Valéry Giscard d'Estaing avait été un combattant volontaire de la Deuxième Guerre mondiale. Il avait connu les républiques difficiles, l'incertitude de politique, et il avait combattu le gaullisme dans des conditions certes internes, mais qui étaient de très fortes tensions. Jacques Chirac avait joué au contraire le rôle du bon camarade, qui n'était pas nécessairement dans toutes les circonstances, soyez-en certaines. Mais en revanche, il jouait le rôle du bon camarade, il était ressenti comme tel par nos compatriotes. Et s'il a battu Édouard Balladur en 1995, c'est parce que justement il avait ce préjugé de gentillesse, de bonhomie, de bon sens. C'est commun avec François Hollande justement, entre Chirac et Hollande. Avec la différence, si vous voulez, c'est qu'il était vraiment le patron de son camp. Alors que François Hollande donne le sentiment d'être, et vous l'avez dit dans votre reportage, l'homme des synthèses, mais qui n'est patron de personne. Quel signe d'autorité vous aimeriez aujourd'hui percevoir de la part Vous du chef savez, il de n'y en a l'État? qu'une. Il y en a qu'une, c'est de garder ou de faire partir quelqu'un, et à condition de ne pas taper sur le plus faible. Je vais vous raconter, puisque vous m'avez... Mais racontez-nous. Juste une anecdote. Quand Édouard Balladur était Premier ministre et j'étais ministre de l'Industrie, bon, il y a un écho de presse qui ne le convenait pas. Quand votre Premier ministre vous appelle à 7h15 du matin parce qu'il est déjà à son bureau et vous êtes en train de prendre vos croissants et vous dit Gérard, j'ai l'impression que là-dessus on n'est pas d'accord du tout, ben, ça s'arrête tout de suite. Et il y a une autorité naturelle dont Hollande ne jouit pas naturellement. Il ne faut pas non plus qu'il surjoue. Son problème est très difficile. Il est naturellement normal, ça ne porte pas l'autorité. Et s'il surjoue l'autorité, il fera sourire. Mais alors, de réflexion... Il faut qu'il trouve sa voie. Qui doit-il faire partir aujourd'hui du gouvernement? Oui, alors de réflexion par rapport à si vous voulez, ce que venez de dire. Il coexiste, il fait coexister Valls et Taubira, c'est un non-sens complet. Il fait coexister Arnaud Montebourg, qui aime l'industrie, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, et Madame Duflot ou n'importe quel écolo qui est anti-industriel. C'est un manque, de choix. On a l'impression... Un manque de cap politique alors? Un manque de cap politique. L'autorité procède du moment où vous prenez un risque parce que vous voulez tenir un cap. Et jusqu'à présent, aujourd'hui, il a préféré éviter les risques et abandonner le cap.
Donc c'est un manque de ligne politique claire qui s'impose à tous, et notamment aux personnalités fortes de son gouvernement. L'autorité procède pour un chef, qu'il soit de guerre, d'entreprise ou de politique, de la constance dans le cap et de la confiance profonde dans la validité de ce cap. Il ne donne pas ce sentiment. Et que devient le Premier ministre dans ce cas de figure? Ça, c'est un autre problème, c'est celui de la Cinquième République. C'est l'effet du quinquennat aussi? C'est le quinquennat. Le quinquennat a tué Matignon. Soyons très clairs. Quelle est la seule... À quoi servait un Premier ministre? À gagner les élections législatives intermédiaires ou à être viré pour gagner les élections législatives intermédiaires. Il n'y a plus d'élections législatives intermédiaires. La seule élection qui compte au soir du deuxième tour des présidentielles, c'est le premier tour des présidentielles suivantes. Et entre-temps, le Premier ministre, sauf s'il gère une majorité, mais quelle est la majorité qui a envie de se déliter en 5 ans? Aucune. Elle est élue dans le sillage de la présidentielle, elle est solidaire, le Premier ministre ne sert pas à grand-chose. Autre grand absent du débat politique en ce moment, c'est le Parti socialiste. Oui. Quelle place peut jouer le parti majoritaire dans cette configuration? Si vous voulez, pour avoir été dans un parti majoritaire avec un président régnant, que c'était vrai à l'UDF de Giscard ou avec l'UMP, c'est extraordinairement difficile. On pensait que les socialistes auraient une culture de la liberté à travers cette tradition des courants. De temps en temps, ça bouge un petit peu à l'Assemblée en termes de propositions, mais quand on vote, c'est toujours le même vote. On le verra bien d'ailleurs sur les retraites. Le gouvernement n'a de majorité qu'avec le Parti socialiste à l'Assemblée nationale. On verra bien s'il y a une défaillance à l'intérieur du Parti socialiste. Et je suis persuadé qu'il n'y en aura pas. Non. Donc, le Parti socialiste n'existe pas parce que quand vous n'êtes pas une source de pouvoir ou une source d'incertitude, vous n'existez pas. Michel Sapin le disait dans le sujet qu'on vient de voir, la France est encore shootée au sarkozysme, il faut se désintoxiquer de l'agitation perpétuelle. Il le disait tout récemment. Il le disait la semaine dernière. Est-ce que vous pensez que vous, que la Michel France... Sapin n'est pas agité. Il est calmos, un peu plomb-plomb même. On ne sait d'ailleurs pas ce qu'il fait. S'il se trompe sur les chiffres. C'est pas lui, c'est faire. Enfin, c'est lui le patron, excusez-moi. C'est le gouvernement qui donne les chiffres du chômage, c'est pas Pôle emploi. Mais est-ce que vous pensez, comme Michel Sapin, donc, que la France est en demande d'apaisement? Elle est en demande de courage tranquille. C'est pas tout à fait la même chose. Le courage tranquille... Expliquez-nous la nuance. C'est très simple. L'apaisement, si ça consiste à ne rien faire, vous différez les problèmes et ils seront plus graves après. Le courage tranquille, ça consiste à dire, désolé les enfants, ce qu'on a à faire n'est pas drôle, mais on va le faire parce qu'une fois que c'est fait, on n'aura plus à le faire. C'est les déficits, c'est la productivité, c'est le temps de travail, c'est des dépenses sociales, ce sont des mesures d'autorité pour que les professeurs soient respectés, pour que les sergents de ville soient respectés, pour que... on a beaucoup progressé en France, il ne faut pas être... moi, je ne suis pas du tout décliniste. Regardez, on a réussi en matière de transport public, grâce à des lois Sarkozy, à ne plus avoir de grèves inutiles, et on peut travailler un certain nombre de sujets sans mettre la France en paralysie. La France mûrit, mais il faut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Est-ce que Sarkozy, lui, il avait péché par excès d'activisme? Non, pas d'activisme. Puisqu'on a l'heure de l'inventaire du bilan, l'UMP, avec la convention qui va avoir lieu. Moi, si je n'ai qu'un seul grief à faire à l'encontre de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il n'a pas mis les Français en face de leurs responsabilités. À certains moments, il aurait dû dire à sa majorité, à ses ministres, à ses soutiens ou à d'autres partenaires, au patronat, aux syndicats, mais attendez, faites-le. Faites-le, montrez ce que vous savez faire. Nicolas est un homme généreux et quand il voit qu'il y a un problème, il veut le régler lui-même. De temps en temps, il faut savoir dire aux autres, allez-y, faites le boulot, on verra bien ce que vous êtes capable de faire. Mais là encore, on revient au quinquennat qui a accentué le côté présidentialisation du régime. Avec un septennat, un président, et Mitterrand l'a fait souvent, pouvait prendre du recul et se détacher, y compris de son camp, y compris de son gouvernement. D'ailleurs, vous souvenez-vous de la phrase de Fabius, lui c'est lui et moi c'est moi. Et ça allait loin. Et finalement, ça permettait de respirer. Aujourd'hui, avec le quinquennat, il n'y a plus de moment de respiration. On sait qu'on s'en prend pour 5 ans de Hollande, on a été condamné à 5 ans. Et voilà, et on ne peut rien faire d'autre. Si François Hollande manque d'autorité naturelle, est-ce qu'il fait un bon chef de guerre? Au point de vue militaire, je dois reconnaître qu'il a pris la bonne décision au Mali, celle que l'état-major avait préparée, et que nous aurions pris si nous n'avions pas été en situation de campagne électorale et si la menace avait été aussi forte. Mais il l'a fait et je suis reconnaissant. François Hollande qui était aussi très en pointe sur le dossier Syrie. Alors là, je pense qu'il y a eu une petite erreur diplomatique, c'est que les Américains nous ont traités comme des chiens. Je veux dire par là que Hollande... C'est pas de notre faute alors, si ?
Un peu quand même, parce que si vous voulez, il faut savoir avec qui... C'est pas l'indécision de Barack Obama qu'il faut mettre en cause d'abord. Oui, mais il faut savoir avec qui on part faire la guerre. Parce que si vous partez faire la guerre avec quelqu'un dont vous pouvez penser raisonnablement qui n'a pas envie de la faire, vous passez pour une bille. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé. Obama aimait les Français tant que les Russes lui claquaient la porte au nez. Au moment où les Russes ont entrouvert la porte, il a laissé tomber les Français, il faut s'en souvenir. Il aurait fallu être plus prudent, ou plus exactement, comme l'a dit François Fillon. Et je partage totalement ce sentiment, faire ce que la France a toujours fait, parler aux Russes et aux Américains. Justement, François Fillon, lui, il a parlé aux Russes, il a parlé à Poutine en Russie. Est-ce que vous avez été choqué que l'ancien Premier ministre que vous soutenez, vous nous l'avez rappelé au cours de cette émission, eh bien, apporte son soutien à un dirigeant occidental engagé dans un bras de fer avec notre pays? Il n'est pas dirigeant, c'est un homme politique. Aujourd'hui, il participe à... Bon, en gros, sur le fond... Vladimir Poutine en l'appelant Vladimir. Non, je crois en critiquant la France. La Russie nous a beaucoup aidés et la Russie n'est pas notre adversaire. Il se trouve que nous avons un différent d'analyse sur la Syrie, mais ce n'est qu'un différent d'analyse sur la Syrie. La Russie est un grand pays continental dont une partie est très clairement européenne et nous ne pouvons pas rejeter la Russie. Il faut discuter avec elle. En l'espèce, c'eût été un mois avant ou un mois après, c'était mieux. C'était mieux, donc il a été un peu trop loin. D'accord. Il y a 2 millions de réfugiés syriens aujourd'hui. Est-ce que la France doit en prendre sa part? Alors que François Hollande a annoncé qu'il y allait... plus, a dit l'ONU hier dans un rapport en 2014. Oui. Je pense que nous ne sommes pas en mesure de régler la guerre entre les chiites et les sunnites qui, depuis le détroit d'Ormuz jusqu'au nord, au sud Liban, opposent ces deux grandes cultures. Une petite question sur les Roms, pour terminer, Gérard Longuet. Valls a dit que les Roms n'ont pas vocation à rester en France. Vous partagez ce point de vue, ils n'ont pas de volonté d'intégration? Il y a un vrai problème, oui, c'est vrai, il y a un vrai problème. La France est un pays de sédentaires où on est individualiste. Et les cultures communautaires mobiles sont assez largement incompatibles avec notre vie quotidienne. Pourquoi? Parce qu'il faut scolariser les enfants, parce qu'il faut accepter l'exogamie et non pas l'endogamie intégrale, et il faut accepter que chaque individu soit libre et n'appartienne ni à un clan, ni à une tribu, ni à un pater familias despotique. Toute l'histoire de l'humanisme français, avant la Révolution et bien après, ça a été d'afficher la primauté de l'individu et dans ce vieux pays paysan, la sédentarisation. Les Roms, c'est exactement le contraire. C'est le collectif, le clanique, le tribal et la mobilité. On a beaucoup de mal à se comprendre. Il y a des réussites. Il y a des réussites, oui. Pas de Roms d'ailleurs, parce que ça sont les nouvelles générations. Oui. Mais il y a des vieilles familles d'origine manouche, entre guillemets, Django Reinhardt, enfin, qui existent en France depuis longtemps et qui se sont intégrés. Pour autant les stigmatiser? Ceux qui ne veulent pas accepter nos principes de vie commune, qui sont, je le répète, l'exogamie, c'est-à-dire on se marie avec les gens que l'on connaît et pas simplement avec le clan, et on est fixe, et on vit dans la vie locale, et on respecte la vie locale, parce que quand vous êtes de passage, vous savez, les gens qui sont de passage, que ce soit d'ailleurs des militaires en permission ou des lycéens français dans le sud de l'Angleterre, quand ils sont en séjour scolaire, ils se tiennent parfois un petit peu légers. Eh bien, quand vous êtes une unité constituée, pour avoir été élu local, je peux vous dire que les passages laissent parfois des séquelles. Donc vous considérez comme Manuel Valls que les Roms n'ont pas capacité ou volonté de s'intégrer? Il ne faut pas globaliser, mais le fait est qu'il y a des systèmes à l'intérieur qui ne choisissent pas l'intégration. Merci d'avoir été avec nous cette semaine. Merci Perrine. La semaine prochaine, notre invité, vous l'entendrez et vous l'écouterez avec attention, sera François Bayrou. Bonsoir et à très vite.